Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre, sur un sujet vraiment d'actualité, qui a su nous animer, sur les, premiers mois de l'année, 2023. Alors, on a voulu, heu, voilà, lors de cette rentrée, voilà, un sujet fort, en tout cas pour pouvoir donner les quelques réflexes, quelques idées, sur qu'est-ce qui peut être intéressant effectivement de faire ou justement de ne pas faire, et ça va être l'objet de ce qu'on va de notre échange aujourd'hui, pour préparer la retraite. Alors fondamentalement, la réforme des retraites, donc la nouvelle réforme des retraites, une énième réforme de retraite est entrée en vigueur au 1er septembre. L'idée, c'est pas de revenir vraiment sur, les grandes lignes de cette réforme. On aura eu l'occasion et on a écrit du contenu, on a enregistré pardon des podcasts sur ce sujet-là. Là, on a vraiment voulu adresser une synthèse un petit peu de ce qu'on considère, intéressant à mettre en évidence. Voilà, d'où le sujet de ce webinaire. Alors, je vais me présenter rapidement, puis présenter un petit peu, le cabinet, qui on est, et pourquoi on discute de ce sujet-là aujourd'hui ensemble. Alors je m'appelle, Philippe Mousseau, je suis managing partner, de gestiondepatrimoine.com et de Bonjour Patrimoine. Gestiondepatrimoine.com, c'est effectivement une vitrine pédagogique sur la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, c'est effectivement, un site qui va délivrer du contenu, sur des articles, des vidéos, des podcasts, à vocation effectivement pédagogique comme je l'ai dit tout à l'heure, et de pouvoir, permettre, l'accès à la donnée et surtout à la donnée patrimoniale, qui est, la plupart du temps extrêmement complexe à appréhender. Donc, depuis toujours, puisque c'est un site internet qu'on a créé en 2008, on l'a rebrandé pas mal de fois depuis, on l'a mis au goût du jour, et on a voulu, en faire une vitrine pédagogique pour rendre la gestion de patrimoine accessible à tout le monde, parce que c'est vraiment notre ADN, en tout cas simplifier au maximum ces matières-là. Et puis, Bonjour Patrimoine, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, opérationnel, opérationnel, heu, aujourd'hui avec, un siège social, un siège administratif sur Toulouse, et des antennes un peu partout en France, Paris, Lille, Nantes, et Bordeaux récemment, puisqu'on a ouvert, Bordeaux, en début d'année. Voilà, donc voilà un petit peu qui nous sommes. Hem Et aujourd'hui, effectivement, on va traiter d'un sujet très particulier. Alors, rapidement, pour vous dire un petit peu, avant de rentrer sur le sommaire, exactement, de voir ce qu'on va adresser aujourd'hui comme contenu. Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Et puis surtout, qui sommes-nous? Qui sommes-nous, Bonjour Patrimoine? On n'est pas une banque, on n'est pas un établissement financier, on est vraiment, spécialiste en gestion de patrimoine, global, en gestion de patrimoine global, c'est-à-dire une approche 360. On met un point d'honneur à avoir une approche la plus globale possible, de votre situation. Le métier de CGP, peut-être que je vais utiliser cette, expression souvent dans les prochaines minutes ensemble, c'est un métier, aujourd'hui qui se veut, et qu'on pourrait très bien comparer, alors soit à un chef d'orchestre, soit à un médecin généraliste. Le chef d'orchestre, pourquoi? Ou le médecin généraliste, pourquoi? Parce que en fait, on va avoir cette vision globale. Cette vision globale et de vous, en fait, de vos problématiques sur le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, le cas échéant, et l'ensemble des sujets qui gravitent autour. On va parler d'approche juridique, on va parler d'approche fiscale, on va parler d'approche transmission, on va parler d'approche retraite, on va parler d'approche gestion de vos avoirs financiers, et cetera, et cetera. Et c'est vraiment l'ensemble de ces visions-là, de ces blocs, en fait, qu'on va agréger pour pouvoir, vous adresser un conseil, une préconisation, un audit, de la façon la plus, globale, transparente. On pourrait rajouter également l'aspect prévoyance sur ces sujets-là. Donc voilà pourquoi on dit qu'on est généraliste, et aussi, il est extrêmement important de le dire, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, tout à l'heure dans le webinaire, pour terminer sur cette présentation. J'ai souvent l'habitude de dire à mes clients: «Un bon CGP, c'est quelqu'un qui se doit d'être moyen partout», et cette phrase-là, en fait, elle fait sens si on considère que, en fait, être excellent dans plein de domaines, c'est pas possible. Celui qui vous dit ça, bah, malheureusement, il vous dit, pas forcément la vérité. Notre métier, c'est aussi de pouvoir être accompagné et de s'entourer et de travailler en interprofessionnalité avec des hommes du droit et du chiffre. Donc on peut parler typiquement de notaires, on va parler d'experts comptables, on va parler d'avocats fiscalistes, on peut parler aussi de sociétés spécialisées sur la reconstitution de carrière, pardon, et sur des sujets comme on va adresser aujourd'hui sur la retraite, c'est extrêmement important. Donc, voilà, le CGP, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui se doit d'avoir, en tout cas une vision la plus, transversale possible, juridique, économique, fiscale et financière de votre situation, et pouvoir vous accompagner
auprès d'autres professionnels directement. Donc voilà un petit peu en préambule de notre point aujourd'hui, un dernier bullet point qui est effectivement, la relation, que l'on a avec nos clients, puisque à partir du moment où on est entré en relation avec nos clients dans le cadre justement de ce que je vous disais à l'instant d'une approche globale, en réalité on est présent tout au long de leur vie sur une approche très, très long terme. Voilà. Alors, maintenant ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vraiment ce que vous attendez et de mettre en évidence les 5 points essentiels, en tout cas les 5 erreurs à ne pas faire pour, réussir sa retraite. Voilà. Alors, je les ai listés, un petit sommaire rapide. La numéro 1, peut-être j'en entends, certains d'entre vous déjà dire: «Ouh!» Mais en fait, ça va être de faire confiance au système de retraite français. Je l'ai mis en avant, on regardera un petit peu pourquoi. Voilà, il faut être, pour moi, c'est vraiment le premier point, c'est être à que vous puissiez avoir les éléments pour appréhender le fait d'être autonome et les statistiques, en tout cas, vont vraiment dans ce sens-là maintenant. Le 2e point, qu'on va adresser, ça va être faire confiance au RIS. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, hein, qu'est-ce que le RIS? C'est effectivement le relevé individuel de situation, plus couramment appelé aussi le relevé de carrière, et c'est ça effectivement qu'on va regarder. On vous expliquera pourquoi, vous devez être particulièrement vigilant quand vous recevez ce document-là. Un autre point derrière, ça va être de s'y prendre tard, parce qu'on sait que la retraite, entre guillemets, plus on la prépare tôt, mieux c'est. Donc surtout, c'est un sujet sur lequel il faut absolument pas procrastiner, et commencer à s'y préoccuper dès le plus jeune âge, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est on regardera comment, pourquoi. Ensuite, le 4e point, ça va être de ne pas agir à chaque étape de votre vie. Il est essentiel, il est important de savoir que en fait, la retraite, vous pouvez la préparer à tout moment de votre vie, dès lors que vous rentrez dans l'activité professionnelle, dès lors que, voilà, vous avez, des enfants, vous avancez en âge et cetera et vous ne commencez surtout pas, entre guillemets, à vous dire: «La retraite, j'ai 50 ans, la retraite, aïe, 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 c'est dans 15 ans, faut que je m'y attelle maintenant». Non, non, ça c'est vraiment le premier point, donc faites extrêmement attention à ça et il y a vraiment, on peut agir à toutes les étapes de sa vie et enfin le dernier point, ça va être de se reposer sur le rachat de trimestre. Alors on fera un petit focus, puis on fera peut-être des exemples chiffrés un petit peu pour mesurer les tenants et les aboutissants du rachat de trimestre. Est-ce que c'est, une solution, intéressante, pas intéressante? Est-ce que c'est rentable? Voilà, c'est des petits sujets qu'on adressera, effectivement tout à l'heure ensemble. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement maintenant dans le vif du sujet sur, l'erreur numéro 1. Pourquoi en fait on vous dit pourquoi on a soulevé que la première erreur, en tout cas, c'est de faire confiance au système de retraite français. Alors, le système de retraite français, c'est vraiment, un système qui est extrêmement complexe. C'est peut-être l'un des plus complexes, pardon, au monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe 42 régimes, OK? Donc aujourd'hui, et avec seulement 3 régimes qui sont alignés, c'est-à-dire 3 régimes qui se ressemblent à ce jour. Ça avait été, une très grosse promesse, lors du du premier gouvernement Macron, Macron 1, on pourrait l'appeler en 2017 parce que l'une des premières promesses présidentielles à l'époque, c'était, effectivement chaque euro cotisé donnera droit aux mêmes, droits, quel que soit le statut. On va le voir. D'ailleurs, les réformes des retraites ont un peu, la réforme de retraite de 2023 a un peu pris ce biais-là, puisqu'on a quand même certains régimes spéciaux qui tendent à disparaître, qui vont, disparaître. Ça va mettre du temps parce que voilà, ils vont disparaître pour le futur, c'est-à-dire uniquement pour les nouveaux embauchés, donc ça va se faire un petit peu dans le temps, mais voilà. Alors, pourquoi ne pas faire confiance au système de retraite français? Déjà, il faut avoir à l'esprit, que le système de retraite français, c'est un système de retraite par répartition, OK? Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est les actifs qui cotisent pour les retraités. Ça, c'est très bien à partir du moment où il y a plus d'actifs que de retraités, voilà. Sauf que, un des éléments effectivement, aujourd'hui, qui fait que, bah, tout on il y a de plus en plus de réformes, c'est qu'il y a un certain nombre d'actifs qui tend à diminuer et le ratio actifs retraités, vraiment, s'écrase complètement. Alors en 1960, ces chiffres qu'on montre là, mais il y avait 4 actifs qui cotisaient pour un retraité. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en 2050, on vise, 1,2 actifs par retraité. Donc on voit que c'est vraiment,
vraiment très compliqué. C'est ce principe-là qui est mis à mal directement par l'évolution démographique. On le voit, hein, quand on regarde les pyramides des âges. Moi, je les ai eues sous les yeux là pour préparer un petit peu ce webinaire. Il y a un écrasement de la pyramide des âges en haut, avec une population en 2070 qui sera nettement plus âgée aujourd'hui que ce qui est aujourd'hui. Donc on a un équilibre actif-retraité qui vraiment devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça qu'il est indispensable, effectivement, de se poser les questions sur voilà, sur comment je peux essayer de préparer ma retraite autrement qu'en faisant confiance entre guillemets au système de base. Donc voilà un petit peu les éléments par rapport à ça que je peux vous adresser. Si on regarde aussi un petit peu dans le détail, hein, par rapport à ça, notamment au niveau des équilibres actifs retraités, on voit que l'espérance de vie, bah, globalement, va augmenter. Ça, c'est extrêmement important, c'est une bonne nouvelle, l'espérance de vie quand on regarde les chiffres, sur la présentation. En 2070, effectivement, l'espérance de vie, augmente, OK. L'espérance de vie, bah, est extrêmement importante aussi et avec une population active, pour le coup, qui stagne. Donc, on a entre guillemets, si on doit résumer un petit peu ces 2 leviers-là, et bah, tout simplement, on a une population active qui ne bouge pas trop en fait et des retraités qui sont de plus en plus nombreux. Ça illustre un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est le rapport, cotisant-retraité qui est vraiment mis à mal. Voilà. Donc en gros, depuis, il y a eu 30 années de réforme de retraite, hein, on est en 2023. Il y a eu les premières réformes en 1993, la réforme Balladur, voilà, tous les premiers ministres, ils sont allés de leurs réformes, en gros. Mais voilà, il y a eu vraiment 2 principaux leviers par rapport à ça. Un, ça va être c'est et ça a été et ce sera l'allongement de la durée de cotisation. Le point numéro 2, ça va être l'utilisation des différents régimes et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la première promesse présidentielle du gouvernement Macron 1 sur 1 € cotisé égale des droits équivalents pour tous. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des points. Donc, tous les régimes vont vraiment s'aligner dans ce sens-là et c'est plutôt cohérent, entre guillemets. Et la réforme aussi donc, qui a eu lieu vient montrer les systèmes, enfin les limites pardon, du système intergénérationnel, puisque effectivement, on travaillera plus longtemps, mais on n'aura pas une meilleure retraite. Donc, voilà, il va falloir travailler plus pour gagner plus. Certains en ont fait leur slogan. Là, c'est pas vraiment le cas. C'est travailler plus pour gagner moins, en tout cas pas pour gagner plus, ça c'est sûr. Donc quoi faire par rapport à ça? Tout simplement, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Alors effectivement, tous les gouvernements, les pays ont leurs propres réflexions sur ces problématiques de retraite, retraite par répartition, retraite par capitalisation. Même aux États-Unis, d'ailleurs, il n'y a pas un seul full régime de retraite par capitalisation, c'est un mix, il y a un petit peu de répartition quand même aux États-Unis, qui est largement connu pour être un système capitaliste. Alors, voilà un petit peu l'état. Donc première erreur, on l'avait dit, ne pas faire confiance effectivement au système de retraite français parce que vous allez travailler plus pour ne pas gagner plus à terme. Donc quoi faire par rapport à ça? Et ben partir sur un système plutôt, de capitalisation. C'est historiquement les 2 régimes qui s'opposent, entre d'un côté la retraite par répartition, OK, actifs qui cotisent pour les retraités, la retraite par capitalisation. Tout simplement, c'est, en fait, vous tout au long de votre carrière, vous mettez de l'argent de côté pour le mettre en distribution plus tard, vous permettre d'améliorer votre retraite. En tout cas, vous constituez un patrimoine suffisamment important pour pouvoir avoir les moyens, de votre niveau de vie à la retraite et on y reviendra un petit peu plus tard dans les slides à venir de la présentation. Donc voilà un petit peu le 1er point que je voulais faire avec vous. La deuxième erreur, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on y répondra directement dans le chat. La deuxième erreur, c'est faire confiance au RIS. Alors, qu'est-ce que le RIS? Ça nécessite qu'on se pose un petit peu des questions par rapport à ça. Le relevé individuel de situation. Alors, c'est un document, hem, que, vous recevez à partir de 35 ans. Vous devez le recevoir normalement une fois tous les 5 ans. Donc ça a été mis en place par une réforme des retraites en 2003.
Voilà. Et c'est vraiment le récapitulatif ultime, de l'ensemble de vos droits à retraite, puisque en fait, ça va vous indiquer, votre carrière, les employeurs, heu, les enfin votre carrière sur la retraite de base, pardon, et aussi, les points, sur la retraite complémentaire et vos droits. Alors ça semble comme ça, vous vous dites: «Super, j'ai un outil formidable par rapport à ça, c'est un super récapitulatif» et cetera et cetera. OK, oui, c'est bien, c'est une base. Alors pourquoi, il faut s'en méfier et pourquoi on vous dit: «Attention», surtout, bah, il faut, avoir un esprit critique, un esprit, pardon, extrêmement critique sur ce document-là. Voilà. Eh bien, simplement parce que les informations qui sont dessus, en fait, ne sont pas forcément fiables. Voilà. Alors juste quelques petites statistiques, puis après on vous donnera des réflexes par rapport à ça, quelques petits tips, hem, sur, comment vous pouvez, analyser, en tout cas avoir un regard critique sur votre relevé individuel de situation, déjà. Donc c'est vraiment le récapitulatif ultime, tout régime confondu. Tous les 5 ans, il est mis à jour. Vous le recevez. Bien sûr, maintenant, vous avez la possibilité de le télécharger sur l'assurance retraite, simplement en connectant avec votre numéro de sécurité sociale, voilà, et de pouvoir le récupérer à jour. Alors, il y a toujours une année de décalage, par rapport à l'année en cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si je le télécharge aujourd'hui, on est en 2023, on est en septembre, on est le 28, septembre 2023 précisément. Si je télécharge mon relevé individuel de situation aujourd'hui, en fait, il va être arrêté au 31 décembre 2021. Voilà, l'année 2022, ça sera plutôt l'année prochaine. Donc il y a toujours une année d'écart, faut juste le savoir. Mais voilà. Alors, la Cour des comptes, c'est assez vieux comme données maintenant, mais déjà, considérait qu'il y avait, 1 dossier sur 6 qui comportait une erreur en 2020, voilà. Heu, donc 1 dossier sur 6, ça fait beaucoup. En 2016, effectivement, il y avait 1 dossier sur 9, voilà. Donc c'est à peu près 33 d'erreurs en plus, sur la bonne complétude de ce relevé, individuel de situation entre 2016 et 2020 pour vous. Alors, on pourrait se dire: «Comment ça se fait?» et cetera, à l'heure où effectivement toutes les datas informatiques sont beaucoup plus facilement remontables, où il y a du croisement de données et cetera. On le voit, l'administration fiscale est de plus en plus forte pour faire du croisement de données. Pourquoi les caisses, de retraite ne sont pas de plus en plus fortes pour le faire? Ou pour bah, ça, je dirais comme toute organisation, il y a des problèmes de réduction de coûts et cetera et c'est vrai que il y a de moins en moins de personnel aux caisses de retraite. Il ne reste qu'à voir si vous avez, voilà, nous, on a certains clients qui font des demandes, directement aux caisses de retraite. Parfois, il faut, 6 mois, 1 an pour avoir une réponse. Il y a une réponse, mais qui est extrêmement longue. Voilà, donc c'est assez dérangeant, mais voilà, il y a des erreurs parce que les données ne remontent pas facilement, malgré tout. Voilà. Donc, pour vous, en fait, la conséquence de mauvaises données aussi connues des caisses de retraite, des services de retraite pour vous, simplement, bah, ça va être une retraite plus faible que ce à quoi vous auriez pu prétendre. Voilà, c'est ça, c'est extrêmement problématique. Heu, on a des chiffres, hein, là, bon, bah, parce qu'on travaille avec des organismes dédiés et cetera, mais il faut savoir que, par exemple, une petite donnée, c'est pas forcément un chiffre qui peut paraître, énorme comme ça, mais, heu, ouais, il y a à peu près une erreur sur 10 à ce niveau-là qui implique un préjudice d'une valeur supérieure à 1 000 € par an. Bon, vous dites quand même 1 000 € par an, c'est important ou pas, ça dépend de chacun. On n'a pas d'avis, sur ce sujet. Par contre, il faut le mettre en rapport, selon moi, avec le montant moyen d'une retraite en France et en fait, quand on sait que la retraite moyenne en France, c'est à peu près 1 300 € net par mois, s'il y a une erreur sur 10 qui implique un montant de 1 000 € par an de retraite, ça fait quand même quasiment, un 12e, un mois de retraite en moins, donc c'est assez significatif, voilà. Et puis, derrière, il y a d'autres données, c'est-à-dire que, effectivement, c'est des euros sinon des trébuchants, c'est du revenu inférieur pour vous. Je vais vous poser une question, après vous pourrez, répondre, en tout cas nous interroger pardon dans le chat par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà vérifié vos relevés Agirc Arrco? Voilà, relevés, de retraite, complémentaire, notamment, simplement, pour savoir si vous êtes cadre, par exemple, hem bah, en fait, pour, connaître le nombre de points que vous avez acquis. Voilà. Si je vous pose la question comme ça, heu, pour ceux qui sont déjà, en emploi à cette date-là, par exemple, hem, pouvez-vous certifier que, par exemple, vous avez acquis, je vais dire n'importe quoi, mais, 135,28 points en 2007? Voilà. Et ben, franchement, non, c'est très compliqué.
Sachant qu'il y a des organismes spécialisés par rapport à ça, qui vous permettent effectivement de reconstituer tous les points acquis. Le seul moyen de le faire, en fait, c'est de partir, sur la base de vos bulletins de salaire. Voilà, c'est vraiment le seul moyen de le faire. Donc reprendre tous les bulletins de salaire et ça, travail très, 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 très fastidieux. Donc, vous vous doutez bien que si le relevé individuel de situation n'est pas fiable, heu et ben, voilà, il s'en découle effectivement une chaîne qui fera que, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la retraite à laquelle vous pouvez prétendre et surtout la grosse erreur à faire, c'est de lancer sa retraite, hein, parce qu'une fois qu'elle est liquidée, la corriger, ça devient vraiment très, 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 très compliqué par rapport à ça donc voilà, il vaut mieux s'y préoccuper un petit peu avant. Donc, attention aux données que vous allez trouver et retrouver dans le relevé individuel de situation. Si on si on y revient, hem, pour vous donner quelques petits tips, en tout cas quelques petits réflexes à défaut, sur, voilà, comment identifier les erreurs sur un relevé individuel de situation. Et ben, on s'est dit, qu'on allait vous donner 5-6 points, simplement pour, voilà, que vous puissiez être attentif. Alors si vous avez, téléchargé il n'y a pas très longtemps votre relevé individuel de situation ou alors, si vous l'avez reçu par courrier il n'y a pas très longtemps, en tout cas, je vous invite à le prendre, et puis à ce qu'on fasse, un petit peu l'exercice ensemble, sur ce sujet-là. Pour le coup, heu, bah, vous pouvez prendre quelques minutes pour aller le chercher. Hem, Déjà, pour moi, il y a vraiment 2 types. Il y a vraiment les erreurs, visibles et les erreurs invisibles. Alors, on va pas traiter dans ce webinaire des erreurs invisibles parce que là, clairement, il sera plutôt, nécessaire, voire, carrément indispensable en fait de faire appel à un professionnel qui vous accompagne, qui vous demandera, vraiment un travail d'anthropologie, hein, de sortir des bulletins de salaire de vos années d'étudiants, et cetera. Parce que tout ça, c'est extrêmement important donc surtout, surtout, surtout ne jetez rien. Ne jetez pas vos bulletins de salaire de quand vous étiez étudiant, c'est extrêmement important, essayez de les garder les originaux autant que possible, ou de les scanner à minima et cetera. Vraiment conservez absolument toutes les données que vous pourriez avoir, c'est extrêmement important. Bref, tout ça pour dire que si vous voilà, il y a des erreurs qui ne sont, pas forcément, visibles et dans ce cas-là, on ne pourra pas adresser, en tout cas vous donner quelques petits réflexes pour les avoir et les identifier aujourd'hui. Là, il est clairement, préférable de se rapprocher d'organismes spécialisés, pour ça. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aujourd'hui vous donner quelques règles de bon sens, dessus, ce qu'on va appeler les erreurs visibles, tout simplement. Alors, la première, ça va être de reprendre les 3, 4, 5 pages de votre relevé de carrière et puis de vérifier absolument que tous vos employeurs soient présents. Les employeurs, alors, ce que je vous disais tout à l'heure en rigolant, les jobs quand vous étiez étudiant, tous vos contrats, que vous étiez en CDI, en CDD, en intérim, et cetera, vous devez pouvoir retrouver. Peut-être que ça vous rappellera des souvenirs, mais en tout cas, vous devez pouvoir retrouver absolument tous vos employeurs. S'il en manque, c'est pas du tout normal. Voilà, donc ça, c'est vraiment le 1er point et pour, faire une lecture critique du relevé individuel de situation. Le deuxième point, heu, c'est de vérifier les périodes assimilées. Alors qu'est-ce qu'une période assimilée? Alors notamment pour, les trimestres de validation, bah, ça va être le service militaire. Ça va être les périodes de chômage, ça va être les périodes de formation, ça va être les périodes maladie, maternité, alors, et cetera. C'est vraiment ces sujets-là. Bon, sur les périodes maternité notamment, ça peut être aussi, l'éducation des enfants, ou l'adoption, il y a des trimestres supplémentaires pour ça, mais voilà, donc vérifiez bien, en tout cas que vos périodes assimilées soient présentes, à ce moment-là. Autre point, là encore, une fois, hein, c'est vraiment du bon sens, c'est de comparer les entrées du régime de base, voilà et les entrées du régime complémentaire pour s'assurer de la cohérence. Si vous avez des points sur le régime complémentaire, vous n'avez pas de rémunération sur le régime de base, il y a un bug. Si vous avez effectivement, les entrées sur le régime de base et le régime complémentaire, il y a rien, il y a un bug. Voilà, ça c'est extrêmement important. Il faut s'assurer aussi des revenus, quatrième point, qui sont pris en compte, sachant que pour le régime de base, c'est plafonné à un PASS, donc un plafond annuel de la sécurité sociale. Soyez pas surpris s'il n'y a qu'une partie de vos revenus qui sont intégrés ici. Par contre, dans les régimes complémentaires, de pouvoir avoir plus de revenus pris en compte. Bon, là aussi, il faut s'assurer de la cohérence des revenus qui sont intégrés. Et puis enfin,
Ce qu'on disait tout à l'heure sur le nombre de points, vous payez des cotisations salariales sur votre salaire, votre employeur paye des cotisations, patronales dessus, pour ça, ça vous voilà, c'est effectivement de l'argent que vous ne touchez pas, hein, tous les mois sur votre salaire. Par contre, à côté, ça vous donne des droits, des points retraite en fonction de votre régime et ben, chaque, point a un coût, voilà. Donc en fonction des cotisations, vous devez effectivement pouvoir, cumuler un nombre de points à l'année, s'assurer que, bah, ce soit une évolution qui soit à peu près cohérente, ces points-là, par rapport tout simplement à votre, niveau de rémunération. Si subitement vous avez une année avec une grosse rémunération, pas des points qui correspondent en face versus l'année d'avant, vous aviez une rémunération un peu moindre et plus de points, il y a forcément un bug dans la machine, dans la transmission qui a été faite de votre employeur au régime de retraite, même si c'est des fichiers informatisés, voilà donc voilà vraiment un petit peu les 5 points qu'on a voulu mettre en avant, sur ce sujet-là. Des points d'attention sur le relevé individuel de situation, donc ne vous y fiez pas, il peut vraiment contenir des erreurs et puis dans ce cas-là, moi je vous invite, alors soit y faire une lecture attentive, soit se rapprocher de structures spécialisées, surtout pour enclencher parce qu'après vous pouvez aussi, enclencher des démarches vous-même, hein, auprès des caisses de retraite. Maintenant, c'est un service qui s'est ouvert et qui s'ouvre de plus en plus, de pouvoir communiquer avec elles, de leur remonter les informations et cetera et cetera. Attention, la charge de la preuve dans ces cas-là vous revient. Donc c'est à vous de montrer avec vos bulletins de salaire comment on intègre, tout ça et pourquoi entre guillemets «les informations qui sont connues chez eux ne sont pas bonnes». Voilà donc la charge de la preuve vous incombe, c'est pas la caisse de retraite ou les caisses de retraite qui vous diront: «Ah bah oui, bien sûr, il y a pas de souci. Non, non, c'est à vous de démontrer que les informations sont fausses. Donc ça, c'est pour ça, d'où l'importance, c'est même plus que de l'importance de garder les documents, tous les documents importants et les bulletins de salaire. Donc voilà un petit peu pour l'erreur numéro 2 qu'on a voulu mettre en avant. Hem, un autre point, ce que je disais tout à l'heure surtout, c'est de s'y prendre tard, parce que plus vous y prendrez tard, plus, vous préoccuper de votre retraite et vous constituer une retraite, complémentaire vous coûtera très, très cher. Donc, voilà un petit peu les éléments. On va rentrer dans le détail du pourquoi du comment avec quelques chiffres, par rapport à ça. Puis surtout, voilà un adage, qu'on qui en gestion de patrimoine a vraiment aussi toute sa valeur, c'est le temps, c'est de l'argent et là on va vraiment vous montrer, le pourquoi du comment. Alors oui, bien sûr, l'anticipation, c'est la clé, d'une retraite réussie, hein. Votre retraite, ça le prépare, voilà, bien sûr. Heu, aujourd'hui, je dirais enfin, les jeunes générations, je suis pas très, très, je suis pas très, très âgé non plus. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, moi, je sais très bien que la retraite, c'est pas du tout un sujet des réformes de retraite, notre génération, puis les générations, suivantes, en tout cas, savent très bien qu'on va pas compter dessus et qu'on mettra, les moyens effectivement pour y parvenir de plus en plus vers des systèmes, privés de capitalisation et cetera. D'ailleurs, les différents gouvernements sur les dernières évolutions qui ont été mises en évidence par rapport à ça. La dernière grosse réforme, heu, pas de retraite, hein, mais on va dire de la capitalisation, c'est, la loi Pacte en 2019 qui a instauré un nouveau placement financier, le PER, plan d'épargne retraite, qui vraiment a démocratisé, heu, beaucoup plus que les solutions qui étaient là jusqu'avant avec des PERP, donc des plans épargne retraite populaires, des contrats Madelin pour les TNS, donc les travailleurs non salariés, profession libérale, chef d'entreprise et cetera et cetera. Voilà, vraiment démocratiser l'épargne retraite, en tout cas la capitalisation retraite, avec des nouvelles solutions beaucoup plus souples, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus malléables, que ce qui était présent, jusqu'à présent et ça c'est vraiment très bien. Alors d'ailleurs, petite statistique, pas si pas si ancienne que ça, que j'ai ressorti un peu en préparant le webinaire aujourd'hui. Heu, sondage BFM, Business, je crois. Ipsos, il y a 81 ou 82 de tête, des Français aujourd'hui, des jeunes, de moins de 30 ans, qui sont tout à fait conscients qu'ils vont devoir effectivement préparer leur retraite par une retraite par capitalisation. Donc, voilà, ça c'est vraiment important. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est vraiment ancré, dans les têtes des plus jeunes. Alors même si vous êtes un peu plus âgé, pas de souci, il est toujours temps de bien faire les choses, mais en tout cas, l'anticipation, c'est extrêmement important. Heu, voilà. Donc dans notre métier, on le sait, plus on commence tôt, entre guillemets, plus, on va pouvoir capitaliser. Voilà, Einstein, disait, hem
que les intérêts capitalisés, la capitalisation financière était considérée comme la 8e merveille du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui génère de l'argent, qui génère elle-même de l'argent. Voilà, donc effectivement, on sait qu'avec un rendement de 7 par an en 10 ans, en fait, vous arrivez à doubler votre capital. Voilà, donc il faut, un, avoir un bon rendement. Bon, donc ça, c'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. On aura l'occasion peut-être d'y revenir dans d'autres webinaires plus tard. En tout cas, le temps et la préparation à la retraite, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, voilà, il est vraiment temps enfin, il est temps de s'y mettre, il est temps de travailler concrètement sur ce sujet-là. Voilà. Alors après, voilà, juste pour vous donner une petite idée, hein, simplement, très schématique ce tableau. On aime bien nous, faire de la pédagogie souvent, auprès de nos clients, auprès de notre auditoire, auprès de tous les articles, des guides, des podcasts qu'on peut enregistrer et cetera et cetera. Mais, imaginez, voilà, vous avez objectif, de constituer un patrimoine financier de l'ordre de 100 000 € à 64 ans, qui est aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite. OK. On n'a pas été chercher très loin en rendement. Aujourd'hui, on parle d'un rendement de 3, donc à l'heure où on se parle, autant il y a 1 an ou 2, on aurait dit 3, bon, voilà, les taux d'intérêt étaient très, très bas, ça aurait pu être compliqué. Maintenant, c'est assez f je vais pas dire c'est assez facile, mais en tout cas, c'est plus facile aujourd'hui, sans trop de risques, d'aller chercher du 3 de rendement, et voilà, on va comparer, en fait, l'effort d'épargne, pour atteindre cet objectif. Alors imaginez que, vous avez 55 ans aujourd'hui et que vous voulez, dans 9 ans, donc à vos 64 ans, constituer un capital de 100 000 €. Eh bien, il va falloir mettre 809 € tous les mois, dès aujourd'hui, pour constituer un capital de 100 000 € à 64 ans, avec un rendement de 3. Voilà. Donc au total, en fait, vous aurez versé 87 000 €, et précisément 87 396 €, OK, soit un gain, un enrichissement, en fait, cette fameuse capitalisation financière qu'on disait tout à l'heure, de 12 604 €. Bon. Ça, c'était à 55 ans. Si vous vous y prenez déjà ne serait-ce qu'à 50 ans, ça c'est assez puissant. On a beaucoup plus de temps, OK. 5 ans ou plus, c'est très important. On tombe à 481 € de versement par mois pour 80 832 € de versement au total, soit un enrichissement de 19 000 €, 19 168. Et puis, on va pousser à l'extrême, on dit: «Vous avez 30 ans aujourd'hui, vous vous projetez très, très loin, et vous partez sur l'acquisition», enfin voilà, toujours le même objectif, d'avoir un capital de 100 000 € à 64 ans. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, tous les mois, vous devez mettre, 168 € de côté pendant 34 ans, du coup. Au total, ça revient pour vous à verser 60 672 €, donc quand même bien moins que quand on s'y est pris à 55 ans, pardon. Et derrière, la capitalisation financière, le gain, votre enrichissement, autrement dit, s'élève à 39 328 €. Donc on voit que là, clairement, le temps fait de l'argent. Vous versez beaucoup moins, beaucoup plus tôt, et votre enrichissement est bien meilleur. Voilà, donc ça, c'est vraiment extrêmement important d'anticiper dès que vous avez la possibilité, en fait, dans votre structuration patrimoniale, dès que vous avez la possibilité de, voilà, de mettre un petit peu d'argent, d'épargner, en fait, de côté, et ben, de commencer. Alors bon, après, c'est mieux si vous arrivez à définir un vrai plan d'action sur ces sujets-là, mais voilà. Voilà un petit peu l'erreur numéro 2, 3 pardon, on est erreur numéro 3 à faire, ne pas s'y prendre tôt. Voilà. Alors bon, après bien sûr, si on commence, et ça peut-être voilà, c'est pas forcément l'objet aujourd'hui du webinaire, mais je trouvais cette data intéressante aussi à intégrer quand on a préparé. C'est que, en fait, simplement, s'y prendre tôt pour vous, ça va être aussi optimiser, votre possibilité d'investissement. Parce que naturellement, plus vous y prenez tard, moins vous allez vouloir prendre de risques, en fait, pour votre investissement, parce qu'il va falloir absolument atteindre l'objectif, voilà. Par contre, plus vous vous y prenez tôt, et ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, en fait, vous allez être sur du long terme, vous allez pouvoir prendre du risque et donc investir sur des choses plus rentables. Voilà. Donc en fait, tous les feux, pardon, sont au vert sur le fait de pouvoir, enfin, sur le fait que ce soit plus intéressant d'investir plus tôt sur des actifs plus risqués pour la retraite, OK, que tard, sur des actifs moins risqués. Voilà, donc plus vous allez prenez tôt, plus moins ça vous coûtera cher, et en plus vous pourrez faire des investissements qui soient plus intéressants, par rapport à ça. Voilà, et puis après,
Effectivement, statistiquement, sur ces sujets-là, 1988-2018, on aurait pu actualiser la donnée, mais l'idée, c'est toujours la même. L'investissement le plus rentable sur le long terme, ça reste les actions. Ça historique, on peut peu importe «la période» entre guillemets, même après ce qui s'est passé en 2020, même avec la guerre en Ukraine, peu importe, ça reste les actions le plus rentable versus, le livret A, ou les fonds monétaires qui sont les actifs, non risqués de référence ou alors l'assurance vie en euros. Sur des fonds en euros, ça a été un point de repère aussi par rapport à ça. Donc voilà les éléments, extrêmement importants à retenir. Prenez vous-y, le plus tôt possible, vous y mettrez moins de moyens, mais vous pourrez prendre un peu plus de risques, donc aller chercher un meilleur enrichissement encore, au final. Écoutez, ouais, n'hésitez pas à réagir. Pour le coup, je vois qu'il y a quelques questions, on prendra le temps de vous répondre, bien entendu. Voilà. Alors, erreur numéro 4, ne pas agir à chaque étape de sa vie. Oui, parce qu'on l'a dit qu'il fallait effectivement commencer tôt, en tout cas, on vient de le voir, hein, c'était préférable. Et ben, il faut important d'agir à chaque étape de sa vie. Voilà, simplement, faut l'avoir en tête. Objectif, 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 la retraite, en tout cas le besoin de revenus complémentaires, à avoir. Et puis on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire à chaque étape de votre vie? Quels réflexes en fait, vous pouvez adopter pour préparer au mieux votre fin de carrière, pour préparer au mieux votre nouvelle seconde vie. Voilà, parce que la retraite, c'est ça, hein, c'est une nouvelle vie, il y a différentes étapes. Vous avez le début de retraite, vous avez le milieu de retraite, vous avez la fin de retraite avec des besoins différents. La plupart du temps, au début de la retraite, bah, vous êtes encore entre guillemets «en pleine forme», il y a peut-être encore un peu de charge, et cetera. Bah, vous dépensez, vous voyagez et cetera. Après, il y a toujours une période où on consomme un peu moins. Parce que, bah, voilà, on un peu moins dynamique, peut-être les petits-enfants sont plus grands, donc bref, on consomme un peu. Puis après, il y a peut-être la plupart du temps, enfin, en tout cas de plus en plus, on le voit, une notion de dépendance et là, ça fait vraiment bondir les dépenses, à la retraite par rapport à ça donc voilà. On peut avoir une nouvelle vie à la retraite, mais pour ça, il faut bien la préparer et quel réflexe on peut adopter à chaque étape de sa vie par rapport à ça? Alors, à 25 ans, voilà, vous avez, déjà la possibilité d'avoir de bons réflexes, mais on a divisé en 4 tranches, 25 ans, 35-40, 50-55 et 60-65, qu'est-ce qu'on fait, quand, comment? Alors, n'importe quoi, à 25 ans, pardon, adopter les bons réflexes. Je vous l'avais dit tout à l'heure en rigolant à moitié, ne perdez pas les bulletins de salaire, de quand vous étiez étudiant. Classez vos papiers, absolument. C'est extrêmement important à 25 ans, même si on aime bien faire la fête et cetera, ne perdez pas les bulletins de salaire, mettez-les de côté, gardez-les précieusement. Ils vous permettront peut-être d'aller chercher un ou 2 trimestres supplémentaires, quelques années plus tard quand vous viendrez à vous poser des questions de retraite et puis, surtout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de dire, hein, l'anticipation, anticipation, anticipation. Commencez à épargner au maximum dès lors que vous avez vos premiers revenus, votre première capacité d'épargne. Voilà, ne cramez pas tout, mettez-en un petit peu de côté, c'est extrêmement important, même si ça vous paraît pas grand-chose de mettre 50 €, 100 € par mois de côté, 200 € par mois sur des placements. Bah, il faut le faire parce qu'effectivement, on va commencer ce système de capitalisation financière et c'est extrêmement important. 2e étape, ça va être, effectivement 35-40 ans. Alors là, on va travailler un petit peu plus ces objectifs de vie globalement. On est déjà un petit peu plus établi, hein, dans la vie, voilà, peut-être déjà des enfants, mariés, en tout cas en couple, voilà, plus stable, même professionnellement parlant d'ailleurs. Là, globalement, les critères qu'on va donner, ça va être, adapter pardon, votre épargne, pas adopter l'épargne, selon vos objectifs. Donc ça va être, vraiment commencer à avoir un planning de finances personnelles, qui soit cohérent par rapport à ça. Donc sur plein de sujets, plein d'enveloppes différentes et cetera. Essayer de de bien travailler tous ces sujets-là, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher aussi comme dispositif? L'épargne entreprise, il y a beaucoup de solutions type PE, plan d'épargne entreprise, Perco. N'oubliez pas et n'hésitez pas à les utiliser si vous travaillez dans une structure effectivement qui vous permet enfin déjà d'en avoir, une structure où il y en a en place et de les utiliser parce que
Là, très clairement, fondamentalement, avec les leviers d'abondement et cetera, ça peut vraiment faire sens. L'épargne individuelle, donc assurance vie, PER, X ou Y, autres, PEA, enfin voilà, vraiment, allez-y. Je dirais là, c'est, définissez vos objectifs à long terme, et comment on peut, bâtir une stratégie et un plan d'action patrimonial pour y arriver. L'immobilier locatif, bien entendu aussi, sous plein de formes X ou Y ou Z, c'est pas le sujet encore une fois du webinaire aujourd'hui, mais voilà, il est vraiment là, c'est le bon créneau pour, se constituer effectivement, votre plan d'investissement, pour la fin de carrière. Voilà. La troisième grande étape de vie, c'est plutôt la tranche 50-55. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. Dernière ligne droite parce qu'il reste, 10-15 ans à peu près. Augmenter les versements, alors, pourquoi? Parce que souvent à cette période-là, on très, très bien établi professionnellement parlant. Peut-être que les enfants ont déjà, fini les études supérieures, voilà, donc il y a vraiment des charges qui peuvent se réajuster, par rapport à tout ça et cetera et cetera. OK? Donc augmenter les versements, sur toutes les solutions d'épargne que vous pouvez avoir. Ensuite voilà, on va commencer un petit peu à désensibiliser pour le coup le patrimoine, voilà, donc on va diminuer le niveau de risque par rapport à ça. On va aller sur des solutions type, plus, voilà, fonds en euros, voilà, on va limiter la volatilité et puis après ce qu'on peut aussi imaginer tout à fait bien par rapport à ça, c'est, poursuivre une stratégie d'investissement, immobilier locatif sur plein de solutions diverses et variées comme ils peuvent exister. Voilà, donc une dernière ligne droite, il faut pas hésiter. Là, dernière tranche, je dirais 60-65. Bon, l'heure de vérité, très clairement. Là, il faut se poser des bonnes questions, il faut voir comment on arbitre, il faut travailler un petit peu son budget aussi, son budget à la retraite. On y reviendra sur le le slide d'après, sur l'importance effectivement de travailler. Mais le budget, hem, là, qu'est-ce qu'on peut regarder d'intéressant sur ce créneau-là? Le cumul emploi-retraite, est-ce que c'est, intéressant pour vous? Est-ce que c'est un sujet qui peut être intéressant à adresser? Le rachat de trimestre, on y reviendra, un petit peu plus tard puisque c'est la «dernière erreur» entre guillemets, ne pas être sûr et certain que c'est le la solution la plus intéressante. Alors pourquoi on le met si tard que ça? On pourrait le mettre un peu plus tôt. Bon, après c'est très compliqué de le mettre tôt, le rachat de trimestre parce que effectivement, plus tôt, ça coûte moins cher, mais surtout qu'on a beaucoup moins de visibilité sur sa propre carrière et sur sa propre fin de carrière. Donc c'est extrêmement compliqué, par rapport à ça. Voilà, donc en tout cas, c'est un pari que vous faites et pari où vous ne connaissez pas, entre guillemets, «l'issue», donc c'est plutôt le rachat de trimestre en début de carrière ou en milieu de carrière, c'est quand même un petit peu la roulette russe. Heu, voilà, donc bon, attention, posez bien tous les éléments par rapport à ça et surtout faites-vous bien accompagner pour pouvoir calculer, heu, au mieux le coût et surtout ne vous précipitez pas par rapport à ça. Le PER, on l'a dit, hein, nouvelle solution d'épargne, retraite issue de la loi Pacte 2019, donc plan épargne retraite. C'est des solutions où on peut agresser parce que très souvent, on a des gros revenus, on l'a peut-être jamais utilisé, donc ça peut être vraiment, qui dit gros revenus, pardon, dit grosse tranche marginale d'impôt sur le revenu. Donc voilà, ça peut être très intéressant d'agresser en fin de carrière, heu, les plafonds épargne retraite, sur ces sujets-là. Puis après, ça va être, voilà, optimisation de la sortie des contrats, en tout cas des placements financiers qu'on a pu mettre en place, et pourquoi pas, avoir fini de rembourser les crédits, qu'on avait pu avoir jusque-là. Donc voilà un petit peu les tenants et les aboutissants, surtout les 4 grandes étapes de vie, que vous pouvez les bons réflexes que vous pouvez adopter, pour préparer au mieux votre retraite. Donc, vous voyez qu'il est toujours temps de faire quelque chose par rapport à ça. Voilà. On a voulu en préparant effectivement le webinaire, faire un petit focus, sur les dépenses réelles parce qu'en fait, en activité à la retraite, on n'a pas du tout les mêmes, flux entrants et sortants, dans sa structuration patrimoniale. En activité forcément, hein, vous avez des revenus professionnels, vous avez des revenus patrimoniaux, vous avez des dépenses qui sont quand même plus ou moins lourdes, des loisirs pas forcément très importants parce que le temps n'est pas forcément le même. Là où en début de vie ce qu'on dit tout à l'heure, en début de vie à la retraite, vous pouvez avoir des revenus, non pardon, des loisirs plus importants. Et après voilà, tout ce qui va être, budget dédié pour l'épargne de précaution à la retraite, bah, forcément quand vous êtes à la retraite, vous avez plus ces notions-là. Très clairement, par contre, les loisirs, les dépenses de confort, aide à domicile, aménagement spécifique et cetera vont apparaître. Donc en fait, on va avoir un rééquilibrage, il faut s'assurer que ce rééquilibrage là, pardon, soit cohérent et vous puissiez surtout
subvenir à vos dépenses avec des revenus qui vont être significativement inférieur, parce qu'on n'est pas sans rappeler que, bon, une statistique très grossière sur ce sujet-là, on est à peu près sur une coupe budgétaire, entre guillemets, de 50 à la retraite. Donc voilà, attention à ça et surtout, prenez le temps soit de le faire, soit de vous faire accompagner. Nous, c'est aussi largement, effectivement des sujets qu'on adresse avec nos clients, de prévoir des atterrissages budgétaires entre les revenus aujourd'hui, les charges aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on aurait besoin effectivement comme revenu demain pour subvenir à nos charges de demain? Ça, c'est extrêmement important, de pouvoir l'anticiper pour éviter absolument toutes les mauvaises surprises autant que possible. Voilà. Enfin, parce qu'effectivement je vois l'heure qui tourne, ça fait déjà 45 bonnes minutes qu'on est ensemble. Le dernier point, hem, ça va être c'est surtout de, faire confiance ou en tout cas de se reposer sur le rachat de trimestre, de penser que le rachat de trimestre est systématiquement une opération, intéressante et importante. Alors, petit point, un peu de macro là-dessus, hem, qu'est-ce que le rachat de trimestre? Concrètement, comment ça fonctionne et cetera? Alors, heu, petit petit rappel, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers sur ce sujet, mais partir à la retraite, ça veut dire quoi? On peut partir à la retraite à partir du moment où on a atteint l'âge légal de départ et surtout, on aura une retraite à taux plein qu'à la condition qu'on ait cotisé un nombre de trimestres suffisant, en tout cas qui dépend de votre année de naissance. On l'a vu, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la réforme qui est entrée en vigueur au 1er septembre, un allongement des durées de cotisation puisque maintenant le nombre de trimestres cotisés a augmenté. Voilà. Alors, le rachat de trimestre, c'est une opération qui va consister, pour le coup, à couvrir une carrière incomplète. Tout le monde peut le pratiquer. On peut racheter un maximum de 12 trimestres, pour le coup, alors pas la même année, hein, ça se fait, 4 ans, 4 trimestres par année. Mais voilà, donc on peut racheter jusqu'à 12 trimestres maximum, des trimestres d'études, notamment et cetera. Ça existe, voilà. Donc le coût, bah, forcément du rachat de trimestre, il va varier très significativement, hein, en fonction de qu'est-ce qu'on rachète? On va le voir tout à l'heure, ce qu'on appelle l'option du rachat et l'âge au moment du rachat et enfin le revenu. Ah oui, ça ça dépend effectivement des revenus des 3 années précédentes. Voilà, donc aujourd'hui, rapidement, le rachat de trimestre, c'est un coût entre 55 et 6 680 € pour un trimestre pour un salarié. Alors forcément, ça, je vous ai mis là les 2 extrêmes, le moins cher au plus cher, donc l'option la moins favorable, pour quelqu'un le plus jeune possible avec les plus petits revenus versus l'option la plus favorable, l'âge un peu plus avancé et clairement des meilleurs revenus. Donc, voilà un petit peu les éléments qu'il faut prendre en compte, par rapport à ça. Si on revient, dans les différentes options, donc il y a option 1, option 2 rapidement. 1, c'est effectivement l'option 1, c'est l'option pour la moins chère. On ne rachète que le taux. Alors là, il faudrait se reformuler, la formule, du liquidation de retraite. Pour le coup, on le met, je crois, dans l'exemple un petit peu plus tard, mais en gros, c'est ça, hein, si vous vous souvenez, c'est la pension de retraite, c'est votre salaire, le salaire moyen, le SAM, le salaire moyen, OK, des 25 dernières années, multiplié par un taux, multiplié par une durée d'assurance qui a un ratio. Bref, le ratio qui est le nombre de trimestres cotisés sur le nombre de trimestres, normalement, qui auraient dû être acquis. Voilà. En fait, c'est ça le ratio des trimestres de retraite, enfin la formule de calcul, pardon. On y reviendra. Donc là, on ne rachète que le taux, OK? Le taux étant, pour le coup, le taux de cotisation, voilà, qui peut être assez significativement diminué. Versus l'option 2, où c'est une option qui significativement coûte plus cher. Pourquoi? Parce qu'on rachète à la fois le taux et la durée d'assurance et ça, c'est ça ce qui vous permet, en fonction pour combler en fait votre, manque à gagner, très clairement, parce que c'est ça dont il s'agit, ce on va aller chercher l'option la f plus favorable qui vous permettra peut-être d'espérer avoir une retraite, à taux plein. Alors, quoi de plus simple, hein, pour bien comprendre que de prendre un exemple parce qu'on pourrait effectivement, discuter, c'est des chiffres, c'est quand même complexe. Enfin là, j'ai on a essayé de simplifier au maximum les éléments par rapport à ça. On va prendre l'exemple pour voir, une retraite liquidée sans rachat de trimestre, avec l'option 1 et avec l'option 2. Puis on se posera la question, est-ce qu'on estime que c'est rentable? En tout cas, je ne vous donnerai pas forcément la réponse aujourd'hui, mais en tout cas des bribes pour l'estimer. Jules, né en avril 1961, souhaite partir à la retraite à 62 ans en 2023. Voilà. Alors, OK,
OK? Il peut partir effectivement à 62 ans en 2023. Mais par contre, il lui manque des trimestres. Lui, il n'aura cotisé que 156 trimestres versus les 168 requis, heu, selon les conditions de la retraite. Alors, voilà. Déjà, en l'état actuel de ses revenus, à quoi il peut prétendre en termes de retraite? Puis on va le faire, on va simuler un rachat, avec l'option 1 et l'option 2. Alors, rapidement, on se souvient que la formule de calcul, c'est le salaire annuel moyen, ici 30 800 € multiplié par, simplement le taux, ici 42,5. Pourquoi? Parce que, 12 trimestres ici, il a une minoration de 7,5. On se rappelle qu'un trimestre, c'est 0,625 points en moins, d'accord? Donc ça fait une minoration 12 trimestres manquants. On se rappelle multiplié par 0,625, ça nous fait 7,5. Donc 50 qui est le taux de retraite, d'accord, de ses revenus, multiplié par retraité pardon de 7,5. On multiplie donc le salaire moyen de notre exemple, Jules, à 42,50 et qu'on multiplie là aussi sur le ratio trimestre réellement cotisé versus trimestre qu'il aurait dû cotiser. On tombe, à une pension de 11 000, 11 800, 57 €. Voilà. OK. Donc voilà pour ça. Ensuite, tout simplement, par rapport à ça, exemple numéro 1, enfin rachat de trimestre avec option numéro 1, OK. Les mêmes revenus, 30 800 €. Là, on a racheté que le taux. On se souvient, qu'est-ce qu'on voit dans notre exemple? Que le taux ici, c'est 50. Il est resté à 50 parce qu'il n'y a pas eu de minoration. Par contre, la durée d'assurance, c'est toujours 156 sur 168. Donc dans ce cas-là, effectivement, le rachat de trimestre, on est sur 3 329 pour le coût, hein, par trimestre, donc ça fait 39 948 € pardon, au total, pour une pension de retraite qui est de 13 950 €. Donc grosso modo, on a un gain annuel de 2 000 € à peu près, voilà. Donc ne serait-ce que pour revenir à zéro par rapport à la dépense, au décaissement du rachat de trimestre, bah, voilà, hein, on est d'accord, on a un gain de on a 40 000 € OK, de coût à la masse, pour un gain annuel de 2 000 €. Vous avez compris, pas besoin d'être très fort en maths, mais il faut 20 ans à peu près pour revenir à zéro en termes de décaissement. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ça, je vous laisserai décider. Si on rentre sur des systèmes de capitalisation financière ou quoi que ce soit, bien sûr que c'est pas intéressant, mais l'exemple n'est pas fini. Et puis surtout, voilà, le rachat de trimestre est déductible du revenu imposable, donc il y a une petite carotte fiscale supplémentaire qui peut être intéressant et ça rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, attention à ça, ça peut quand même être intéressant, mais il faut avoir là encore une approche globale. Et nous, on est vraiment là pour vous accompagner dans le cadre d'une approche globale sur toutes ces problématiques-là, pour pouvoir être le plus cohérent possible dans la rentabilité patrimoniale. Continuons avec notre exemple, Jules, option numéro 2. Donc là, on se rappelle, hein, c'est l'option où on rachète à la fois le taux et la durée d'assurance. Même calcul, sauf que là, bah, en fait, ça en revient pour Jules avec une retraite à taux plein. Simplement, on multiplie 30 800, son salaire annuel moyen, multiplié par 50, pas de décote, pas de minoration, multiplié par un ratio 168 sur 168, ça fait 1. Par contre, là, en fait, le coût du rachat de trimestre, ici, il est de 4 933 €, OK, soit 59 196 € au total. Quand même 60 000 €, OK? Sa pension, par contre, elle est, 15 000 € tout rond, quasiment. Heu et ben, en fait, qu'est-ce que c on se rend compte? On se rend compte que s'il avait rien fait, c'est un gain annuel de 3 000 € supplémentaires. Mais là, vous me voyez venir aussi, 3 000 € quasiment supplémentaires avec un coût de 60 000 €. On divise 60 000 par 3 000, ça fait 20. Voilà. Donc, il nous faut de nouveau à peu près une vingtaine d'années pour être rentable sur cette opération-là. Encore une fois, ne serait-ce que pour revenir à zéro en termes du décaissement subi à l'entrée. Donc, vraiment, il faut se poser les bonnes questions. Là, c'est un rachat de trimestre, on le fait plutôt à la fin. On le fait à la fin, il coûte cher. Mais voilà, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que, déjà, je vais pouvoir récupérer tout l'argent investi? Parce qu'il faut 20 ans pour revenir à 0 en termes de décaissement, donc ça, c'est quand même extrêmement important. Puis ensuite, voilà, hein, qu'est-ce que j'aurais pu faire à côté avec 40 000 € capitalisés?
sur une durée de 20 ans. En tout cas, voilà. Mettre en distribution aussi avec, ne serait-ce que si je reprends mon exemple, puis on va s'arrêter là pour les calculs, mais vous mettez, 40 000 € que vous capitalisez à 3, puis vous faites des rachats sur une base de 2 000 €. Au final, je pense qu'au bout de 20 ans, il lui reste quand même, un petit peu plus que son rachat de trimestre. Heu, Bref, ça c'est notre métier aussi, c'est de pouvoir vraiment tracer à peu près tout ce qui se fait, toutes les hypothèses et cetera et cetera. Voilà, attention une fois, il y a une, il y a un avantage pardon fiscal, au rachat de trimestre sur ce sujet-là, hors plafonnement des niches fiscales, donc ça peut faire sens aussi de se poser les bonnes questions, voilà. Mais ayez ça à l'esprit, il faut vraiment poser absolument tous les chiffres de votre situation actuelle, votre situation avec rachat, à l'option 1, votre situation avec rachat à l'option 2 et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de l'argent autrement? Ça, c'est vraiment, une question essentielle. Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire en termes de rentabilité patrimoniale? Voilà. Voilà, voilà, un petit peu les éléments. Heu, pour terminer ce webinaire, parce qu'on ça touche à la fin, je vois qu'il y a pas mal de questions sur ces, heu, sur ces notions de rachat de trimestre, coûts et cetera. Donc, voilà, n'hésitez pas, promis, on vous répondra autant que possible. Hem et voilà, donc, c'est un petit peu les chiffres que je vous ai donnés grossièrement tout à l'heure. Rentabilité du rachat de trimestre, hein, c'est 19 ans pour amortir le coût, OK. Espérance de vie moyenne, on peut à 30 ans, espérance de vie moyenne, parce que dans notre exemple, on a simulé que notre Jules vivait 30 ans, ce qui est l'espérance de vie aujourd'hui. Rentabilité 1,52. Pour imaginer capitaliser avec un rendement de 4, il faut imaginer 60 ans, d'accord? Bon et il y a une petite coquille sur le PowerPoint, mais sur l'option 2. Le coût, il a le la durée pour amortir, c'est à peu près la même. On est à peu près sur 18 ans, donc vous voyez, ça change pas grand-chose. Par contre, là aussi, rentabilité à 30 ans, 1,56. Bon, est-ce que c'est un bon rendement ou pas? Ça, je vous laisserai arbitrer vous-même par rapport à ça. Et idem, même solution, même calcul, 60 ans pour profiter d'un rendement de 4. Donc, ouais, compliqué. Bah, si on creuse un petit peu le rachat de trimestre, financièrement parlant, attention encore une fois, ces calculs-là n'incluent pas et on pourrait les faire, mais après c'était juste pour faire une démonstration, mais voilà, soyez vigilants par rapport au rachat de trimestre et dans notre exemple ici, ça ne tient pas compte de la déductibilité fiscale qui dépend vraiment de la situation de chacun. Donc on ne peut pas faire des exemples, sinon ça c'est tout de suite très, très compliqué et encore une fois, notre métier, c'est vraiment du cas par cas, du sur mesure. On fait du conseil personnalisé en gestion de patrimoine. Donc, notre but, c'est vraiment d'avoir toutes les données, vos données, pour pouvoir retracer et vous conseiller au mieux dans les grandes lignes en fonction de votre situation patrimoniale, vos objectifs, votre situation fiscale, votre situation familiale, etc. etc. Voilà, donc dans notre exemple, effectivement, bon, le rachat de trimestre, pas très intéressant. On aurait pu mieux faire, mais encore une fois, c'est qu'un exemple. On a passé un petit temps ensemble. J'espère qu'en tout cas ce webinaire, vous aura plu sur, voilà, sur les 5 erreurs, à éviter en tout cas pour bien préparer votre retraite. Hem, Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions, on vous répondra. Et puis, surtout, voilà, si ce webinaire vous a plu, n'hésitez pas à le partager, ou à nous contacter directement, via nos 2 sites internet, hein, bonjourpatrimoine.fr et gestiondepatrimoine.com qui est vraiment notre vitrine pédagogique. On a des outils, hem, des encyclopédies, des livres blancs, des podcasts, j'y reviens encore une fois dessus, qui vous permettront d'avoir toutes les bonnes réponses, aux questions patrimoniales que vous pourrez vous poser. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie et à bientôt.